Dans cette vidéo, je vais corriger les 5 et 6 de la série de TD posée pour les sections MP, pour la section MP en 2017 à l'IPIS. Donc le document que j'ai partagé en fait dans une vidéo précédente. Donc c'était à l'année 2016-2017. Voilà donc les exercices 5 et 6. Donc l'exercice 5. Donc, on dispose dans cet exercice d'une fonction f donc sur 0,1, donc de 0,1 à valeur réelle, sans avoir besoin de le dire. Donc ici, on devrait quand même le dire, parce qu'après, il y aura, lorsqu'on dit qu'il existe un réel C tel qu'il y aura une égalité qui utilise les dérivés, donc en fait, on doit penser à théorème de Rolle, ou théorème d'accroissement fini. Donc finalement, cette égalité qui porte sur la dérivée, on doit en fait avoir une fonction à valeur réelle, comme on l'a bien dit plusieurs fois. Donc on doit bien ici préciser quand même que ça doit être à valeur réelle. Donc une fonction sur le segment 0,1, donc qui est dérivable sur le segment de classe D1, ça veut dire dérivable, donc dérivable, et on pose aussi donc une deuxième condition est que f soit strictement positive sur le semi-ouvert 0,1 et nul en 1 et nul en 0. Voilà. Donc f0 égale 0. Donc est nul en 0. On prend alpha et bêta de réels strictement positifs quelconques. Donc soit alpha et bêta de réels strictement positifs quelconques. Donc ce qu'on demande ici, c'est montrer qu'il existe C dans le 0,1 ouvert tel que alpha fois f'C sur f de C est égal bêta f'1 moins C sur f de 1 moins C. Donc lorsqu'il y a des égalités ici, lorsqu'il y a des égalités de cette forme qui utilisent le même C, on dit qu'il existe C tel que ça soit égal, on doit en fait réunir le tout d'un même côté et essayer de poser une fonction auxiliaire pour laquelle on appliquera en principe théorème de Rolle, donc pour avoir une dérivée qui s'annule. Donc ici, ça doit être le cas. Donc on ne garde pas l'égalité sous cette forme. Dès qu'il y a une égalité sous cette forme-là, parce qu'il y a le même C des deux côtés, c'est-à-dire il y aura une seule fonction, une même fonction, pour laquelle il y aura une dérivée qui va s'annuler. Si j'essaie de regrouper tout le monde d'un même côté, bien sûr ici toutes ces divisions sont dues au fait que c'est strictement positif, donc vous voyez il n'y a pas de mal à diviser par f de C, f de 1 moins C, du moment où C est dans l'ouvert, donc C 1 moins C, les deux sont ici là où f, les deux sont non nuls, c'est-à-dire là où f est strictement positif. Donc ici on va chercher bien sûr C, c'est donc le réel qu'on est en train de chercher. Donc ça, c'est l'énoncé. Donc, je vais essayer de regrouper d'un même côté tous les trucs. Donc, je vais peut-être écrire ça. Donc, moins bêta f'1 moins c fois f de c. Donc, voilà. J'essaie un peu d'écrire ça pour avoir une idée comment je vais poser une même fonction. Donc, je dois réfléchir à une fonction qui aura une telle dérivée ou bien qui aura cette expression multipliée par un autre truc, par exemple, dans sa dérivée. Pourquoi je réfléchirais à multiplier par autre chose? Parce que si j'aurais une dérivée avec une autre expression multipliée ici et que ça soit nul, donc je pourrais avoir des chances que l'expression qui est déjà multipliée ne soit pas nulle. Donc, c'est cette expression qui doit s'annuler et j'aurai mon résultat. C'est-à-dire, maintenant, ce que je suis en train de chercher, c'est une fonction sur laquelle j'appliquerai le théorème de Rolle. Donc, lorsque je vois f'C, f'1-c après le moins déjà, f'1-c, fc, je pense à un produit. Donc, je vais dire, mais si j'essaie de dériver la fonction f de t, f de 1 moins t. Donc, je vais essayer de dériver cette fonction-là.
bien sûr par rapport à t, c'est-à-dire cette fonction prime d sur dt, c'est-à-dire je vais dériver cette fonction. Donc si je dérive cette fonction, j'obtiens f' t, f de 1 moins t, moins f de t, f' de 1 moins t. Donc la composée avec 1 moins t fait sortir le signe moins en dérivant. Donc là j'obtiens un truc qui n'est pas très loin, un peu loin de ce que j'obtiens ici, parce qu'il manque le alpha et le bêta. Donc c'est-à-dire, ça doit être ce que je cherche si alpha et bêta étaient égales à 1. Donc, étaient les deux de valeur égale à 1. Donc, mais ici, j'ai pas le alpha bêta égale à 1 forcément, mais j'ai quand même donc une piste sur laquelle travailler, c'est un produit. Donc, d'où vient donc une constante alpha dans une dérivée? Donc, finalement, ça doit un peu ou bien figurer dès le début. Bon, si je la mets dès le début, alpha comme ça, elle doit suivre ici, mais elle doit suivre aussi ici. Je ne dois pas avoir un deuxième alpha. Ou bien, elle pourra descendre d'une puissance. Donc, une constante alpha, si elle va venir dans une expression comme cette expression, elle doit ou bien descendre d'une puissance, ou bien venir comme étant une constante qui figure déjà. Mais ici, le souci est qu'on a deux constantes. Donc, si je pense à faire f puissance alpha, parce que le alpha était présent avec f', hein. Donc puissance t fois f de 1 moins t, si j'essaie de la dériver, cette expression, donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir alpha f', f à la puissance alpha moins 1 de t, fois f de 1 moins t, moins f puissance alpha de t, fois f' de 1 moins t. Ça c'est en dérivant le f de 1 moins t. Donc, et c'est égal à f à la puissance alpha moins 1 que je pourrais faire sortir en facteur, fois alpha f' t, f de 1 moins t. Là, je m'approche un peu de l'expression que je cherche. Hein. Donc, moins f c'est tout parce que j'ai fait sortir f alpha moins 1, f puissance alpha moins 1, f de t, f' de 1 moins t. Donc là, j'obtiens cette expression. Donc, si c'est la bonne fonction, c'est pas toujours la bonne parce que j'ai bêta qui manque, hein. Mais si c'était la bonne fonction, sa dérivée, elle sera sous forme d'un produit, comme j'ai dit, avec un truc ici, qui peut pas s'annuler, qui peut pas être nul, parce que pour un C dans 0 et 1, on a bien dit que f était strictement positive. Donc puissance alpha moins 1, elle sera aussi strictement positive, c'est-à-dire la puissance, elle sera bien définie d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'avoir une puissance sans être strictement positive, parce que la puissance ici est réelle quelconque. Donc déjà, le fait que c'est strictement positif, on pourra la définir, cette fonction. Du côté, la bonne définition de cette fonction puissance, on va parler de ça une fois on tombe sur la bonne expression. C'est-à-dire, lorsque je me lance sur mon brouillon, j'écris des trucs là où je ne suis pas vraiment sûre qu'elle soit définie, mais après, une fois je tombe sur la bonne expression, et là, je me lance dès le début, et dès le début, je dois parler de la bonne expression, la bonne définition de ce que j'ai écrit, parce qu'ici, j'écris une puissance alpha, une puissance réelle quelconque, et là, je dois expliquer pourquoi ça peut être défini. Parce qu'ici, f est strictement positif sur l'ouvert, oui. Mais si vous voulez appliquer théorème de Rolle, vous avez besoin de tout le fermé. Vous avez besoin d'une continuité sur le fermé. Et f de 0 égale 0. Donc là, vous devez parler de ce qui se passe en 0. Hein. Donc ici, je suis en train d'écrire des expressions, mais après, une fois on répond, on doit répondre d'une façon rigoureuse et de ne pas rater tous ces passages-là. Mais juste, je suis en train de chercher maintenant l'expression. Donc tout ça, c'est mon brouillon, là où je suis en train de réfléchir. Donc, une fois arrivé ici, j'ai dit, il y a un produit, un truc qui est positif, les puissances réelles sont de la forme exponentielle log, elles sont strictement positives, elles donnent des valeurs strictement positives, c'est exponentielle alpha log, donc x puissance alpha, et de la forme exponentielle alpha log x. Donc, elles donnent toujours un truc strictement positif. Un truc strictement positif, et après, là c'est positif, et après, j'aurai cette expression qui doit être nulle pour C entre 0 et 1. Donc voilà, mais je ne suis pas encore tombée sur la bonne expression, parce qu'ici il me manque encore bêta. Donc, ce qu'on peut dire alors, pour avoir un bêta ici, on devrait avoir alors une puissance bêta avec f à la puissance f de 1 moins t. Donc là, je dirais, je vais essayer alors de dériver la fonction f puissance alpha de t, f à la puissance bêta
de 1 moins t. Voilà. Donc, et là, on devra faire ça, c'est égal. Donc, la première dérivée, alpha f' de t, f à la puissance alpha moins 1 de t. Donc, f à la puissance alpha moins 1 de t fois f de 1 moins t. Et après, donc, moins, le moins, il sort de la dérivée de 1 moins t. Et il y a la dérivée de f à la puissance bêta de 1 moins t. Donc, il y a ici une triple composée que j'ai dérivée immédiatement. Je dois quand même vous donner un peu le détail. Donc, il faut f alpha de t, il faut f puissance alpha de t. Lorsqu'on dérive une composée de 3, ici 3, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord t associé 1 moins t, après on l'a composé avec f, après le f on l'a mis à la puissance bêta. Donc, il y a ici il y a la fonction x puissance bêta, ici il y a f, ici il y a la première fonction qui a été associée à moins t. Donc il y a trois fonctions ici composées. Donc si je vais parler de ça, je dirais que fonction g rang h rang k, le tout prime, on devra alors les regrouper. J'aurai donc h rang k prime fois g' rang h rang k. Voilà. Après, j'ai encore, donc ici c'est fini, mais ici j'ai encore une dérivée d'une composée qui donnera k'. Donc finalement, si c'est en t, donc ça c'est en t, et ça aussi c'est en t, donc j'aurai k' de t fois h' de k de t, après fois g' de h de k de t. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici, mais je l'ai fait rapidement. Donc, première chose que je ferai, une fois j'ai cette formule, donc k' de t, ça c'est la toute première, c'est 1 moins t, voilà le moins. Après, donc h' de k de t, donc voilà, le f' de 1 moins t, et après le g', c'est-à-dire la puissance, la toute dernière, la puissance de h de k de t, donc la puissance, voilà, la dérivée de la puissance bêta, f bêta moins 1 de 1 moins t. Donc, multiplié par f puissance alpha. Donc, une fois on a cette expression, j'aurai alors cette expression qui est égale à, donc j'essaierai de ramener les trucs, f à la puissance alpha moins 1 de t. Donc voilà, ici, bien sûr, c'est f puissance bêta. Donc, fois f à la puissance bêta moins 1. Ici, j'essaierai alors d'enlever les trucs qui ne figurent pas dans l'expression que je cherche. Donc, en facteur, et ici, alpha f' de t, f à la puissance, donc ici, il n'y a pas f, mais f de 1 moins t. Il me reste f à la puissance 1 moins t, parce que j'ai fait sortir f bêta moins 1. Moins bêta, et ici, il me reste f' 1 moins t, voilà, avec, donc ici, tout ça, ça va sortir en facteur, et il me reste f de t. Exactement l'expression que je voudrais avoir pour avoir alors mon expression qui va s'annuler en un point C, parce que finalement si j'appelle ça, donc je vais l'appeler alors la fonction par exemple phi ou g, je vais l'appeler fonction g, et puis ma fonction g, cette fonction auxiliaire, donc je vais vérifier bien sûr rigoureusement sa bonne définition et sa continuité sur le fermé, sa dérivabilité sur l'ouvert, et le fait qu'elle est égale au bord, g de 0 égale g de 1, je dois le vérifier pour avoir sa dérivée qui va être nulle. Donc là, une fois j'ai trouvé, donc tout ça c'est mon travail au brouillon, rien n'était rigoureux, donc on n'a pas vraiment fait des passages rigoureux, c'est-à-dire vérification rigoureuse des hypothèses, la continuité, la dérivabilité, etc. Mais maintenant, une fois j'ai trouvé l'expression que je cherche, je dois maintenant alors faire ma rédaction très rigoureusement de la bonne définition de cette fonction, la continuité sur le fermé et puis la dérivabilité sur l'ouvert pour avoir finalement donc la nullité en un point C. Donc voilà. Je dirais alors en pose g de t, la fonction f à la puissance alpha de t
f à la puissance bêta 1 moins t. Donc et là, on doit parler un peu de ça. On sait que, donc, on va parler un peu des propriétés de la fonction puissance pour composer avec. Donc on sait que la fonction qui a x associe x puissance alpha avec alpha positif strictement, parce qu'ici alpha et bêta sont positifs strictement. On sait que pour toutes les puissances, c'est défini sur R plus étoile. Mais pour alpha positif, ça se prolonge par continuité en 0. Donc là, on l'a vu, bien sûr, au début, dans le tout premier chapitre, là, on a étudié ces fonctions-là. Donc, on dit, lorsqu'on dit prolongeable par continuité, donc là, on va dire qu'elles sont définies sur R+, avec leur prolongement. Donc, sont définies sur R+, avec, donc si je l'appelle cette fonction-là, je vais l'appeler la fonction P alpha, avec P alpha de x égale exponentielle alpha log x lorsque x est strictement positif, et P alpha de 0 égale 0. Donc pour alpha strictement positif, ces fonctions-là sont prolongées par la valeur nulle. On sait bien, vous savez bien, que pour alpha, donc je rappelle les propriétés de ces fonctions, c'est une occasion pour rappeler ces fonctions-là. Vous savez bien que pour alpha strictement positif, vous aurez ou bien un truc qui a la forme d'une racine carrée, ou bien, ça c'est pour alpha entre 0 et 1, ou bien, donc elles sont toutes concurrentes au point 1, 1, donc là je mets le point, ou bien des trucs de la forme parabole comme le x carré, le x au cube, etc. Donc là c'est pour alpha strictement supérieur à 1. Bien sûr, vous aurez aussi la possibilité d'avoir alpha pour alpha égale à 1, donc la bisectrice, exactement la bisectrice, et donc tout ça pour alpha égale à 1, et tout ça pour alpha strictement positif. Donc toutes ces fonctions-là se prolongent ici par la valeur nulle, par la valeur 0. Donc exponentielle alpha log x pour x strictement positif, et p alpha de 0, et p alpha de 0 est égal à 0. Donc bien sûr, pour alpha est égal à 1, pour alpha plutôt égal à 0, ça se prolonge aussi, bien sûr, ça se prolonge, c'est la fonction 1. Mais elle ne se prolonge pas pour la valeur nulle. Et pour alpha strictement négatif, cette fonction ne se prolonge pas par continuité en 0. Parce que tout simplement, elle va avoir une allure qui ressemble donc à la fonction x à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur x. Donc pour des puissances négatives, ça ne se prolonge pas par continuité à droite de 0. Donc ça, c'est pour les puissances strictement négatives. Elles font presque ça et donc elles ne se prolongent pas, ces fonctions-là. Ça, c'est pour alpha nul. Pour alpha nul, elle a cette forme-là. Donc, pour alpha nul, elle a cette forme pour alpha nul. Je vais dessiner ça. Donc, pour alpha nul, ça, c'est pour alpha nul. C'est la fonction 1 qui se prolonge bien par la valeur 1. Et pour alpha strictement positif, comme je vous ai dit, donc c'est ou bien une forme qui ressemble au comportement de la racine carrée, ou bien une forme qui ressemble au comportement des fonctions puissance x carré, x cube, etc. Ou bien, donc, vous aurez la bisectrice exactement. Donc, ça, c'est pour les fonctions puissance. Donc, très bien. Pour notre cas, on sait que la puissance pour alpha strict supérieur à 0 sont définies, ces puissances-là, sont définies. Là, j'ai dit sont définies. En principe, je dis est définie. Donc, une puissance avec une puissance positive est définie sur R+, avec P alpha de x est égal à cette valeur, bien sûr, et P alpha de 0 égale 0. Donc, dans notre cas, on sait que, ou on a, dans notre cas, on a alpha et bêta sont strictement positifs, donc on est dans le cas suivant, et f donc, est supérieur ou égal à 0 sur 0,1 fermé. C'est-à-dire, elle a la valeur nulle en 0, c'est-à-dire qu'elle va être supérieure ou égale à 0 sur 0,1 fermé. Et là, voilà, donc vous pourrez alors, la fonction qui a t associe f à la puissance alpha, donc voilà, est bien définie et même continue. Donc ici j'ai dit c'est défini et continu, sont définis et continu. Déjà le prolongement ici se fait par continuité, c'est un prolongement par continuité. Donc sont définis et continus sur R+, bien sûr. C'est une continuité parce qu'ici, on la trouve en trouvant la limite lorsque x tend vers 0. Donc lorsque x tend vers 0+, on trouve cette valeur de prolongement par continuité. Lorsque x tend vers 0+, on la trouve nulle. Donc bien sûr, est bien définie et continue.
là sont bien définies, et continues. C'est pas juste défini, parce que pour une fonction définie, on peut définir n'importe comment la valeur nulle. Ici, pour la fonction 1 sur x, je pourrais ajouter la valeur nulle, n'importe laquelle, et je dis voilà, c'est bien défini, parce que je l'ai défini. Mais c'est pas continu. Donc voilà. Dans notre cas, c'est bien défini et continu, bien sûr. J'ai oublié d'écrire la continuité, bien sûr. Le truc, c'est la continuité, parce que le prolongement a été fait par continuité. Donc, qui a été associé f à la puissance est bien défini et continu sur 0,1, bien sûr. Parce que f est bien dans R+. Les valeurs de f sont dans R+. Très bien. Ça, c'est la continuité sur le fermé. Maintenant, la dérivabilité. Dans le cas de la dérivabilité, vous voyez, ce prolongement-là n'est pas toujours dérivable. On peut prendre l'exemple alpha égale à 1,5. Mais sur R plus étoile, elles sont bien dérivables, les fonctions puissance. On sait aussi, maintenant du côté de la dérivabilité, on sait que pour tout alpha, pour tout alpha réel, pas forcément strictement positif, la fonction P alpha, qui a x associé x puissance alpha, est dérivable sur R plus étoile. Ça ne nécessite pas de prolongement, c'est exponentielle alpha log qui sont bien dérivables sur R plus étoile et dérivables sur R plus étoile. Donc là, on ne va pas parler du prolongement parce que dans le cas alpha positif, il y a aussi les cas des fonctions qui se comportent comme la racine carrée et qui ne sont pas dérivables en 0,1. Donc sur R+, pour alpha entre 0 et 1, elle n'est pas dérivable la fonction puissance. Par contre, pour alpha égale à 1 et alpha supérieur strictement à 1, la fonction puissance, elle est bien dérivable. On a dit ça dans le premier chapitre. On n'a pas besoin de ça ici. On a juste besoin de la dérivabilité sur R plus étoile parce que finalement, la dérivabilité sera sur l'ouvert. Et sur l'ouvert, f est strictement positive. On l'a bien dit dans l'hypothèse de l'exercice. Donc, on sait que pour tout alpha, dans R, P alpha est dérivable sur R plus étoile. D'où, ou avant d'où. Et notre fonction f est strictement positive, c'est-à-dire donc sur 0,1 ouvert. Déjà sur le semi-fermé, mais le 1 ici ne compte pas. Donc pour les hypothèses du théorème, je n'aurai pas besoin d'avoir la valeur 1. Donc sur l'ouvert, elle sera bien dérivable parce qu'elle est strictement positive, d'où la composée qui a été associée f à la puissance donc alpha t est bien dérivable sur 0,1 ouvert. Donc, dans ce cas, on a bien la dérivabilité. On parle un peu de même pour la fonction f puissance bêta, f de 1 moins t puissance bêta. Donc là, ça sera de même, avec le même raisonnement, juste un petit mot pour 1 moins t, avec le même raisonnement. Puisque 1 moins t appartient à 0,1 pour tout t appartenant à 0,1, c'est-à-dire vous n'aurez pas de problème pour poser le f de 1 moins t, on a f puissance, c'est-à-dire la fonction qui a t associe f puissance bêta de 1 moins t et continue, définie et continue, bien définie et continue sur le fermé, et puisque aussi 1 moins t est strictement, c'est-à-dire appartient à l'ouvert 0,1 pour t appartenant à l'ouvert, parce qu'ici on va parler de la dérivabilité sur l'ouvert, mais on a bien heureusement que 1 moins t est aussi dans l'ouvert lorsque t appartient à l'ouvert. Donc d'où f de 1 moins t aussi sera strictement positive sur l'ouvert, pour tout t dans 0,1 ouvert, et la fonction qui a été associée f à la puissance bêta, donc f à la puissance bêta de 1 moins t, sera aussi dérivable sur l'ouvert. Voilà. Bien sûr, ici, je n'ai pas dit que 1 moins t est elle-même continue et dérivable. Là, en voyant que ce n'est qu'un polynôme, donc je pourrais le dire, l'ajouter entre parenthèses, car t associe 1 moins t elle-même est dérivable, c'est-à-dire est continue et dérivable sur R carrément. Donc ici,
c'est les polynômes, mais on s'est intéressé plutôt à la position de 1 moins t lorsque t est dans 0,1 ouvert, fermé, et 1 moins t aussi lorsque t est dans 0,1 ouvert, pour avoir donc les résultats de la continuité sur le fermé, de la dérivabilité sur l'ouvert. Très bien. Alors, G, la fonction G, qui a t associe le produit des deux, et continue sur le fermé, c'est ce qu'on voulait, est dérivable sur l'ouvert. Voilà. Je vérifie maintenant. G de 0 est égal f puissance alpha de 0 fois f puissance bêta de 1. Mais f puissance alpha de 0, c'est 0 puissance alpha, parce que f de 0 égale 0. On a bien dit que pour ces fonctions-là, la valeur en 0 sera nulle. Donc, pour les fonctions puissance prolongées par continuité en 0. Donc, j'aurai alors 0 puissance alpha fois, peu importe la valeur, l'autre valeur, c'est égal à 0. Et g de 1, la même chose, c'est f puissance alpha de 1, mais f puissance bêta de 0. Et là, de la même façon, ça c'est 0, c'est-à-dire j'aurai 0, peu importe la valeur en 1 de f. De f. Donc voilà, et là j'aurai alors égal à g de 0, le théorème de Rolle. Donc le théorème de Rolle donne, il donne l'existence d'un C appartenant à l'ouvert tel que G' de C égale à 0. Et maintenant on va calculer G' de C, c'est vrai qu'on a calculé auparavant, donc et là vous aurez, or G', et là on l'a calculé déjà, voilà, c'était, tout calcul fait, c'était f alpha, donc bon, là en principe dans ma réponse, je dois calculer, mettre tout le calcul, donc c'est alpha f', f à la puissance alpha moins 1 de t, fois f à la puissance bêta de 1 moins t, moins bêta f'1 moins t, f à la puissance bêta moins 1 de 1 moins t, fois f alpha, f puissance alpha de t. Donc, et là, je fais sortir en facteur les trucs, donc, comme on a dit, donc f à la puissance alpha moins 1 et f à la puissance bêta moins 1 de 1 moins t, pour laisser l'expression cherchée alpha f' de t fois f de 1 moins t moins bêta f' de 1 moins t fois f de t. Très bien. Et là, je vais dire G'C est égal 0, mais est égal aussi, donc je vais écrire f alpha moins 1 de C, f bêta moins 1 de C, de 1 moins C plutôt, fois alpha f'C, f de 1 moins C, moins bêta f' 1 moins C, f de C. Mais comme on a bien dit, donc f de C strict positive, donc, et on peut lui appliquer déjà la puissance alpha moins 1. D'ailleurs, la puissance alpha moins 1 peut ne pas avoir de sens pour, pour C égale 0. Hein. C'est pour ça déjà C, il est entre 0 et 1. Et c'est pour cette raison que déjà la dérivabilité peut ne pas avoir lieu aux bornes. Tout dépend. Lorsque alpha est entre 0 et 1, le alpha moins 1 sera négatif. Et là, donc, il n'y aura pas de sens pour la puissance alpha moins 1 pour la valeur nulle. Donc, pour ça. Donc, et la puissance aussi la laisse positive, ainsi que 1 moins c qui appartient à 0, 1 ouvert. Et la puissance le laissera donc positif aussi, strictement positif. Et là, ça implique alors que c'est l'expression qui est écrite ici qui doit être nulle. Parce qu'ici, on a dit, voilà, ces deux-là ne peuvent pas être nuls. Donc voilà, c'est égal à 0, ce qu'il fallait démontrer. Donc toujours la morale de l'exercice est que lorsque vous voyez, donc c'est pas ça l'exercice, lorsque vous voyez donc des expressions de cette forme-là, vous allez toujours essayer de vous ramener à une seule pour lui appliquer donc le théorème de Rolle. Donc là, si vous essayez d'appliquer le théorème de Rolle 2 fois sur 2 fonctions,
et chacune aura une dérivée nulle. Donc vous aurez une égalité, oui, mais vous aurez une égalité avec deux C différents. C'est-à-dire vous aurez un C1 et un C2. Vous n'aurez pas le même C. Dès qu'il y a le même C des deux côtés de l'égalité, et là vous pensez à unifier une même expression. Ici il y a une indication, mais ici j'ai essayé de travailler sans l'indication. C'est-à-dire comment réfléchir pour se ramener à l'idée, d'où vient l'idée, pourquoi les puissances. Donc on a dit une constante, comment elle va venir dans une dérivée une constante, ou bien qu'elle existe déjà dans l'expression, ou bien qu'elle va descendre d'une puissance. Et là, on ne craint pas l'absence des autres termes dans la dérivée parce qu'on dira que toujours, lorsque vous avez une expression comme ça, vous pouvez penser que la dérivée de la fonction auxiliaire que vous allez poser va être un produit, et tel que le deuxième terme de ce produit ne va pas s'annuler, alors c'est votre terme, c'est le terme que vous cherchez qui va s'annuler, qui va être nul. Donc voilà. Donc c'est pour ça on pense à de telles expressions. Et bien sûr, ici, on l'a fait très rigoureusement parce qu'il y a quand même ce détail à préciser concernant les fonctions puissance. Je passe à l'exercice numéro 6, l'exercice suivant. Donc l'exercice 6, on dispose dans cet exercice d'une fonction. Donc on fixe une constante strictement positive. Et là, on dispose d'une fonction continue sur 0a. Ici, je précise, c'est à valeur réelle. Généralement, lorsque, dans le cadre, là, on va appliquer Rolle, là où il va y avoir une constante C telle que f'C égale 0, c'est-à-dire ça sent le théorème de Rolle, et là, les fonctions sont à valeur réelle, mais quand même, on doit le préciser. Donc, continue, elle est continue sur 0a, fermée, et dérivable sur le semi-ouvert 0a, comme ça. Donc voilà, on prend une fonction de telle sorte. On suppose de plus que f0 égale 0, nul en 0, et que le produit f de a fois f' a est strictement négatif. Bon, bizarre comme hypothèse, hein. C'est-à-dire elle ne ressemble à aucune hypothèse de théorème connu. Il y a l'hypothèse de la négativité qui dit fa fois fp est strictement négatif pour une fonction continue sur un intervalle et qui donnera alors le théorème des valeurs intermédiaires. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est f de a fois f', c'est-à-dire en un point, c'est l'image du point fois la dérivée du point. Donc, et on nous demande de démontrer l'existence d'un réel dans l'ouvert tel que la dérivée est nulle dans ce réel. Donc ici, cette demande-là est c'est le résultat du théorème de Rolle. Théorème de Rolle sur quoi? En quel point? Entre quel point et quel point? Donc l'énoncé est très ambigu. Dans un tel cas, comment faire? Comment procéder? Donc on donne un énoncé très ambigu comme celui-là, avec hypothèse, continuité et dérivabilité sont des hypothèses très bienvenues ici parce que voilà, elles servent dans l'intérêt du théorème de Rolle. Le f0 égale 0, ok. J'aurais envie que f de a soit égal 0 aussi, mais ici, je ne rêve pas parce que déjà fa fois f' est strict négatif, donc aucune des deux ne sera nulle, c'est-à-dire fa ne sera pas nul. Donc voilà, donc fa n'est pas non nul non plus, donc je ne peux pas alors appliquer le théorème de Rolle avec a est 0. Donc c'est que je devrais trouver un autre point entre 0 et a, un autre point qui s'appellera alpha ou gamma ou n'importe. L'essentiel que son image doit être égale à f0, ou bien trouver deux points d'image égale. Pas forcément avec 0, hein. Pas forcément avec 0, deux points qui ont la même image. Et si j'aurais deux points qui ont la même image, j'aurai alors l'application du théorème de Rolle entre ces deux points-là. Donc finalement, c'est comme si je vais démontrer la non-injectivité, le fait qu'il y a deux points qui ont la même image. Une fois la fonction n'est pas injective, avec ces hypothèses-là, une fois la fonction n'est pas injective, j'aurai deux points avec la même image, et entre ces deux points-là, j'appliquerai le théorème de Rolle.
Donc, comment procéder? Je vais commencer par un dessin. Parce que sinon, je ne pourrais pas exprimer cette hypothèse très ambiguë. L'hypothèse qui dit que FA et F'A sont de signes contraires, avec F0 est nul. Je vais dessiner à quoi ça ressemble ça. Donc, je dois dessiner à quoi ça doit ressembler un tel graphique. Donc, ça c'est 0 et F0 est nul. Ça c'est A. Ok. En A, F de A n'est pas nul. Je vais supposer que F de A est négatif, alors F'A sera positif. C'est-à-dire pente positive. Le point est négatif et la pente est positive. Donc, je ferai ça. Ça c'est FA, par exemple. Ça c'est F'A. Ok. Ça c'est la pente positive. Ça c'est F'. Donc, ça c'est FA. Mais ça c'est F'A. La pente est positive. Hein. Vous savez bien sûr, si la pente elle est... Donc, cette forme-là, elle est positive. Si votre pente, elle est comme ça, elle est négative. Donc, toutes les pentes qui sont de cette forme-là sont positives et les pentes qui sont descendantes comme ça, qui font descendre les trucs, sont négatives. Sinon, les pentes positives, c'est là où on ne peut pas donc, monter. Bon, dans le sens, bien sûr, allant de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, ces pentes-là sont positives, ces pentes-là sont négatives. Donc, voilà, ça, c'est une pente positive, c'est-à-dire F'A positive. Je vais essayer de dessiner avec F0 égale 0, bien sûr d'une façon continue. En 0, c'est pas grave s'il n'y a pas de dérivabilité, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une tangente verticale ou autre. On ne s'intéresse pas, l'essentiel, que ça doit être continu. Donc vous voyez, ça doit descendre et quelque part remonter. Hein. Bon, c'est pas l'unique graphe possible. Hein. C'est pas l'unique graphe possible. Peut-être qu'elle fait n'importe quoi comme ça. L'essentiel, j'ai dessiné un cas, là où elle fait ça. Et là, elle sera quelque part obligée de refaire ses valeurs. Donc ici, je dois au début éliminer le cas là où il n'y a pas de problème. On a bien dit, le cas là où il n'y a pas de problème, c'est si jamais il y a une valeur nulle comme F0, et là, Rolle s'applique directement. Donc, pourquoi l'éliminer dès le début? Parce que généralement, le cas qui est immédiat dans la démonstration, après, il peut me poser des... donc, dans mon raisonnement, il pourra alors donc interférer et me faire un peu perdre, c'est-à-dire je ne trouverai pas directement mon objectif. Donc, je dois l'éliminer dès le début. Le cas trivial, j'élimine dès le début. Donc, ici, je n'ai pas dessiné le cas trivial. Je n'ai pas dessiné le cas là où ça s'annule, parce que j'ai dessiné le cas difficile, disons. C'est le cas là où il n'y a pas une autre valeur nulle comme F0. Donc là, si je commence par ce cas trivial, si il existe un x0 dans 0a tel que, j'ai pas mis, vous voyez, j'ai pas mis le a parce que déjà, comme on a dit, le f de a n'est non nul, n'est pas nul. Donc tel que fx0 égale 0, et là j'aurai alors le théorème de Rolle s'applique sur 0x0, car tout simplement vous avez la continuité, car f sera continue sur le fermé, puisqu'elle est continue sur le fermé 0a, et dérivable sur l'ouvert, puisque déjà elle est dérivable sur le semi-ouvert 0a, et dérivable sur donc 0x0, et f0 égale 0 égale f de x0, d'où l'existence d'un C appartenant à 0x0, mais qui finalement sera dans 0a, de la façon qu'on cherche exactement, tel que f' de C égale à 0. Donc ça, c'est le cas évident, là où il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, on essaie de voir ce cas, comme on l'a dit, là où on va montrer qu'il y aura une valeur qui se répète. Une valeur qui se répète, donc, donnera alors l'occasion d'appliquer théorème de Rolle. Donc, voilà. Donc, le deuxième cas, sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? Sinon, f ne s'annule pas sur 0a. Je pourrais mettre le a aussi y compris parce que tout simplement dès le début, fa est non nul. Donc dès le début, on constate comme première constatation que fa est non nul dès le début.
Donc là, je pourrais alors le mettre ici. Donc f ne s'annule pas. Déjà, f s'annule en 0, mais j'ai supposé qu'elle ne s'annule pas sur 0a. Très bien. Une fonction qui ne s'annule pas et qui est continue, on sait qu'elle doit garder alors un signe constant. Donc, déjà ici, comme mon graphe, je vais dire, on suppose que FA est strictement positif, strictement négatif. Ça, c'est pour se fixer un peu les idées, hein, pour après dire FA strictement négatif, F'A sera strictement positif, et faire comme j'ai fait dans ce graphe, sinon ça sera le cas contraire. Hein. Ça sera FA positif avec F'A strict négatif, c'est-à-dire comme ça, avec une dérivée strict négative. Donc voilà, on suppose que FA est strict négatif pour travailler avec ça. Donc, f ne s'annule pas sur 0a, donc, et f est continu. Donc ça rappelle quoi? Et f est continu sur 0a. Ça rappelle quoi alors? Ça rappelle le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. Alors, f doit garder un signe constant, le même signe, elle ne peut pas changer de signe. Une fonction continue sur un intervalle ne peut pas changer de signe sans s'annuler. Donc, pour changer de signe, elle doit s'annuler. Si on a dit qu'elle ne s'annule pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas changer de signe. Garde un signe constant sur 0a. Y compris alors 0, parce que finalement, le 0 n'est pas considéré comme signe. Donc, d'où sur... Parce que le 0 ici ne pose pas problème. Voilà, d'où sur 0a. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors, donc, f sera strictement négative sur le semi-ouvert 0a. Donc, elle sera strictement négative, puisqu'elle garde un signe constant, et on a supposé que FA strict négatif. Hein. Donc voilà, et on a dit ne s'annule pas. Sinon, elle pourrait avoir la valeur nulle, mais on a dit ne s'annule pas, donc garde un signe constant forcément. Ce signe-là sera celui de FA, donc sera strictement négatif. Très bien. Elle sera alors strictement négative sur 0a. Je vais maintenant passer à F'A pour quand même utiliser alors cette donnée. Donc d'autre part, donc F'A est positif strictement. Ça c'est d'après le fait que FA strictement, car FA strictement négatif et le produit doit être strictement positif, strictement plutôt négatif. Donc voilà. Donc vous devrez alors avoir F'A qui est strictement positif. Très bien. Qu'est-ce qu'on connaît sur F'A? On sait que, donc ce qu'on doit montrer maintenant, c'est quoi? On doit montrer qu'il y aura une valeur inférieure à FA et que cette valeur-là va se répéter. Hein. Une valeur inférieure à FA et que cette valeur-là va se répéter. Donc, ok? Donc, ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est que limite lorsque x tend vers a de fx moins fa est égal à x moins a, sur x moins a plutôt, c'est égal à f'A. Donc ici, bien sûr, c'est en a moins et qui va être f' gauche. Mais bien sûr, f' gauche et f', lorsqu'il n'y a pas de voisinage droite, c'est la même chose. Donc ici, je peux ne pas mettre moins et on se comprend que je suis à gauche parce que tout simplement, le voisinage droite n'est pas dans le domaine de la fonction. Donc ici, je ne l'étudie même pas, le voisinage droite. Donc, c'est la limite qui est égale à f'A et qui est strictement positive. C'est-à-dire qu'il y aura un voisinage de A à gauche tel que cette quantité est strictement positive. Pourquoi je cherche à avoir un voisinage? Toujours, lorsqu'il y a la limite de l'accroissement, lorsqu'il y a une dérivée et un signe de la dérivée, on pense à ça. Pourquoi on pense à ce truc? Parce que le signe de x moins a est connu. Je suis à gauche de A, donc x moins a est négatif. Donc, je pourrais alors trouver un point qui soit supérieur ou inférieur à f de a selon le signe de f'A. Je pourrais le trouver qu'il existe au voisinage. Donc, c'est à partir de quoi? À partir du signe de l'accroissement. Mais je pourrais l'avoir parce qu'on sait que si une quantité tend vers une limite et que cette limite est supérieure à notre réel c par exemple, alors au voisinage du point en question, toute cette expression sera supérieure strictement à ce réel c. Donc, j'aurai alors comme conclusion, alors, au voisinage de A, moins, ici je suis à gauche, on a l'accroissement qui est négatif, qui est plutôt positif.
Ce qui implique que fx moins fa, qui est donc ici négatif car x est inférieur à a. Donc déjà celui-là est négatif, donc l'autre doit être négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un voisinage, tous les fx sont inférieurs à f de a. Donc il y aura un voisinage là où fa, là où tous les f de x seront inférieurs à f de a. C'est très bien comme résultat car on aura alors x1 appartenant à un voisinage de a-. Voisinage de a-, vous pouvez l'écrire de la forme à l'intervalle de la forme BA. Voilà. C'est pas ça qui compte. L'essentiel qu'il existe un x1, bien sûr, en gros qui est dans 0a, est tel que c'est pas 0 parce que 0 n'est pas strictement inférieur à une valeur négative. Donc x1 est non nul car f0 égale 0 et qui est strictement supérieur à fa. C'est pas strictement inférieur. Donc il y a x1 qui est strictement inférieur. Donc est tel que fx1 est inférieur strictement à fa. Donc il y a une valeur qui a une image inférieure strictement à fa. Et ça on l'a conclu à partir de la définition de la dérivée en utilisant la limite de l'accroissement. Très bien. Donc je dis ici, alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Entre fx1 et fa, je vais choisir une valeur gamma. Donc, au lieu de entre, donc soit, je devrais dire, soit gamma, une valeur intermédiaire. Là, je vais, pour dire qu'il y a une valeur qui se répète, je vais travailler avec les valeurs intermédiaires. Les valeurs intermédiaires est un moyen très pratique pour trouver deux valeurs qui se répètent. Pourquoi? Parce qu'ici, tu trouves que entre fx1 et fa, si tu prends une valeur intermédiaire, elle aura un antécédent, et puis tu auras que la même valeur ne se trouve pas seulement entre fx1 et fa, n'oubliez pas que fx1 est strict négative. Donc, cette même valeur se trouvera entre 0 et fx1. Donc, si fx1 il est là, si votre fx1 est là, par exemple, ça c'est fx1, et là vous aurez, voilà une valeur gamma, j'ai choisi une valeur gamma, ici, et là cette valeur-là trouvera un antécédent entre x1 et a, et trouvera un autre antécédent entre 0 et xa. C'est grâce au fait qu'elle sera aussi une valeur intermédiaire entre 0 et fx1. Grâce à quoi? Grâce à la négativité de fx1. Grâce au fait que fx1 est inférieur à fa, qui est strictement négatif, donc la négativité de fx1. Donc, vous aurez alors soit gamma entre fx1, donc fx1 et fa. Alors, je la prendrai strictement pour avoir strictement, entre ces deux-là, strictement, pour avoir deux antécédents distincts, donc strictement. Alors, donc TVI donne qu'il existe, je vais l'appeler C1, appartenant à x1a, tel que fc1 égale gamma. Car, bien sûr, f est continu sur l'intervalle 0a. Donc, en gros, je suis en train d'appliquer sur 0a, donc sur les petits morceaux de 0a. Donc, de même, et aussi, ce gamma-là, qui appartient à fx1 fa, qui lui-même est inclus dans f0, donc f0 ça doit être ici, hein, f0, qui lui-même est inclus dans fx1 f0, parce que vous savez, car fa est inférieur à f0, donc celui-là sera inclus dans fx1 et f0, c'est-à-dire celui-là sera une valeur intermédiaire encore entre fx1 et f0, d'où TVI donne l'existence d'un C2 appartenant à 0x1 tel que fc2 égale gamma une autre fois. Et maintenant, vous aurez et C2 est inférieur strictement à x1, inférieur strictement à C1, c'est-à-dire deux points distincts, C1 et C2. Donc, on a alors f est continu et dérivable sur le fermé C1, C2. Bon, la dérivabilité sur l'ouvert suffit, mais finalement, vous avez aussi la dérivabilité sur le fermé parce que vous êtes à l'intérieur. Ici, c'est C2, C1. On a choisi C2 de sorte qu'il soit inférieur à C1. Donc, sur C2, C1, et
FC1 égale gamma égale FC2. C'est ce qu'on voulait faire. Alors, rôle donne, donc, rôle donne l'existence d'un C appartenant à, donc à C de C1, c'est-à-dire à 0A, tel que F'C égale 0. Bon, ici, vous voyez que le fait, donc ce qu'il fallait démontrer, bien sûr, hein, on a terminé ici la démonstration. Juste ici, quelques petites remarques. Ce que vous voyez ici, lorsque j'ai écarté le cas trivial, donc ça c'est un conseil général, mais après avoir terminé le raisonnement, je me rends compte que ce que j'ai fait comme première étape, et l'étape ne s'annule pas, n'était pas vraiment utile. Si j'aurais commencé par là, j'arriverais sans avoir, c'est-à-dire des trucs qui interférent, c'est-à-dire j'aurais toujours la possibilité d'appliquer entre 0 et x1, j'aurais toujours la possibilité de trouver fx1, faire strictement fa et prendre une valeur intermédiaire entre les deux. Mais ici, je le donne comme conseil général. Généralement, les cas triviaux vont interférer après et peuvent ne pas vous mettre à l'aise dans votre raisonnement, c'est-à-dire que le cas trivial il interfère et vous dites mais s'il y a ce cas-là, si j'aurais ce cas-là, si je suis dans cette situation, là je dis la situation triviale, c'est mieux qu'elle soit écartée dès le début. Mais là vous voyez que, donc je le fais exprès déjà, donc de faire mon raisonnement d'une façon comme ça qui n'est pas très calculée, c'est pour donc donner des conseils qui sont vrais en général, mais ici ce n'était pas vraiment nécessaire. Pas vraiment nécessaire. Mais je le donne comme conseil général. Donc généralement, ça peut interférer. Donc si on a posé la question pour f ne s'annule pas, pourquoi elle sera strictement négative, ça sera ça la réponse. Mais on prouve ici, si on commence depuis cette ligne-là, on trouve qu'on n'a pas eu besoin de ça. On n'a pas eu besoin de ça, c'est-à-dire le fait qu'elle s'annule ou s'annule pas, le fait qu'elle garde un signe constant, ce n'était pas vraiment très important. Ce qui était très important, c'est le fait de trouver un point inférieur strictement à FA, et ce point-là sera aussi, et une valeur intermédiaire entre ces deux-là, sera aussi une valeur intermédiaire entre fx1 et f0. C'est ça qui est très important, c'est le fait de voir qu'il y a deux valeurs qui se répètent. Donc, mais là, je donne ça comme conseil général d'écarter le cas trivial. Mais sinon, ici, ce n'était pas nécessaire, on pourra commencer par là. Donc, et pour le truc de la limite, dès qu'il y a un signe sur un point dérivé, lorsqu'il s'agit d'un point dérivé, ce n'est pas le signe de la dérivée. S'il s'agit de la dérivée, là, vous pouvez avoir des résultats comme la monotonie, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'un point dérivé comme f'A, vous pouvez penser à travailler sur des voisinages comme ça. Surtout lorsque notre question, c'est trouver un point qui a une image inférieure à FA, trouver un point, et là, le travail avec les voisinages serait convenable. Et toujours, lorsqu'il y a la dérivée, vous pouvez penser à la limite de l'accroissement, parce que finalement, la limite de l'accroissement, elle porte la comparaison entre les fx et les fa. Finalement, les x et les a, vous pouvez connaître le signe selon le voisinage. On est ici à gauche, par exemple. Mais le fx et le fa, le signe de la dérivée, il donne une très bonne comparaison entre les fx et les fa sur un voisinage du point en question. Donc, lorsqu'il y a un signe d'un point dérivé, vous pouvez penser toujours à ça, parce que ça aide, ici, ça a bien aidé pour trouver un point avec plutôt une valeur avec deux antécédents, qui était très utile pour appliquer théorème de Rolle, bien sûr.